Je voudrais commencer par vous faire constater que la signature de cet accord intergouvernemental a lieu dans un contexte de coopération avancée entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la Fédération de Russie. Un tel accord intergouvernemental existe aussi entre le Mali et le Burkina Faso. Il existe aussi entre le Niger, entre le Mali et la Fédération de Russie. Il existe aussi entre le Niger et la Fédération de Russie. L'accord intergouvernemental que le Burkina Faso vient de signer est de la même facture que ceux qu'ont signé les alliés régionaux du Burkina Faso au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, donc le Mali et le Niger. C'est la première observation. Deuxième observation, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont en commun avec la Russie d'être des États qui possèdent le minerai nucléaire dans leur sous-sol, en quantité industrielle. Le Burkina Faso, le Mali, la Russie, le Niger sont des pays producteurs et extracteurs d'uranium. Il y a de l'uranium dans le sous-sol du Burkina, il y a de l'uranium dans le sous-sol malien, de l'uranium dans le sous-sol du Niger, il y a de l'uranium dans le sous-sol russe. Donc, cette coopération autour du nucléaire est une coopération entre pays détenteurs du minerai nucléaire. C'est-à-dire que le minerai nucléaire leur a même d'abord été donné par la nature. Et pour ceux d'entre vous qui, comme moi, avaient la conviction que la nature n'existe pas par hasard, mais qu'elle est l'expression de la création divine, eh bien, le minerai nucléaire a été donné par Dieu au Mali, il a été donné par Dieu au Burkina Faso, il a été donné par Dieu au Niger, et il a été donné par Dieu à la Fédération de Russie. Si on pouvait faire une spéculation métaphysique sur ce plan de la providence, on dirait que Dieu ne fait rien par hasard. Comme on dit également que la nature ne fait rien en vain. Pourquoi Dieu ne fait-il rien par hasard? Il a placé le minerai nucléaire dans le sous-sol de pays qui ne l'ont jamais utilisé pour tuer une seule population humaine. Je recommence. Je voudrais vous faire remarquer que le minerai nucléaire, notamment donc l'uranium, qui permet le développement de l'énergie nucléaire, n'a pas été placé par hasard par Dieu dans le sous-sol africain et dans le sous-sol russe. Si Dieu ou la nature, qui ne font rien en vain, ont voulu que ce minerai soit placé dans le sous-sol de ces pays, c'est sans doute parce que ces pays développeraient des civilisations qui n'auraient pas propension à utiliser les armes nucléaires contre d'autres civilisations. Car pendant qu'on en parle, ce minerai nucléaire qui est disponible dans le sous-sol africain, notamment, entre autres, dans le sous-sol du Sahel, il n'a jamais été utilisé par un seul pays africain pour détruire un quelconque peuple de la Terre. Ce minerai nucléaire, l'uranium, que l'on trouve dans le sous-sol russe, n'a jamais été utilisé par la Fédération de Russie pour attaquer un autre pays du monde. Mais vous qui assistez à cette conférence, en cette mi-journée du 19 juin 2025, êtes bien placé pour savoir quel est le pays du monde qui s'est permis d'utiliser le minerai nucléaire pour tuer des êtres humains. Quel est le pays du monde qui a utilisé le minerai nucléaire pour tuer des êtres humains? Je vais vous donner la date exacte de l'acte qui avait été posé. Eh bien, il s'agit de l'acte du bombardement d'Hiroshima, et Nagasaki. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ultime bombardement stratégique américain au Japon, ont eu lieu les 6 et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima, une ville de 345 000 habitants, et de Nagasaki, une ville de 195 000 habitants. Je voudrais que vous notiez la date. Les bombardements. Nous sommes ici à l'Institut de l'Afrique des Libertés. Donc nous sommes dans un lieu où c'est la connaissance qui est dispensée. La connaissance. D'abord la connaissance. Parce que quand les gens n'ont pas la connaissance,
eh bien, ils ne peuvent pas prendre des positions politiques motivées. Je voudrais d'abord démontrer à tout le monde que les pays qui ont utilisé les armes nucléaires sur la Terre sont ceux à qui la Terre même n'a pas donné de minerais nucléaires. Les pays qui ont utilisé les armes nucléaires sur la Terre sont ceux à qui Dieu n'a pas donné le minerai nucléaire. Écoutons bien la date. Et il faut que tout le monde ici reparte en connaissant la date. Si vous avez un débat sur la question nucléaire, vous citez les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ultime bombardement stratégique américain au Japon, qui ont eu lieu les 6 et 9 août 1945. 6 et 9 août. Écrivez bien les dates. Alors, je vais vous faire remarquer qu'entre le 6 et le 9 août, il y avait 3 jours, pendant lesquels les États-Unis d'Amérique auraient pu réfléchir au mal qu'ils avaient déjà fait le 6 août. On dit souvent, dans la théorie politique ordinaire, que la nuit porte conseil. Lorsque la puissance américaine bombarde Hiroshima le 6 août, elle est au courant des centaines de milliers de victimes qu'elle vient de faire, n'est-ce pas? Mais elle prend 3 jours de réflexion et 3 nuits. Et cela ne lui suffit pas pour reprendre une bombe atomique et aller la jeter sur Nagasaki le 9 août. C'est-à-dire que cette puissance a délibérément tué des centaines de milliers de personnes après avoir mûrement réfléchi, non seulement avant le premier acte, mais avant le second acte. Il y a eu 3 jours. Écrivez bien ces dates-là, là, sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont leur machine de répression, ils ont leur machine de censure, qui essaye de présenter tout discours véridique sur l'histoire, quand cette histoire rappelle leur crime comme étant un discours haineux. Et ils ont élaboré pour cela la notion de hate speech, qu'ils n'utilisent que pour des discours qui les mettent face à leurs actes. Quand on les met face à leurs actes, ils élaborent une catégorie. C'est un discours haineux. D'accord? Mais les actes sont documentés dans leurs propres archives. Là, je lis Google. Google, c'est un moteur de recherche américain. Si vous tapez bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, vous tombez dessus dans Google. On ne peut pas accuser Google, qui est un moteur de recherche américain, de combattre les États-Unis. N'est-ce pas? Jamais je n'ai vu qu'on accuse Google de combattre les États-Unis. Mais c'est Google qui a documenté l'archive. Et l'archive est là. Et même les photos. Les photos des effets terribles des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki sont disponibles sur Google. Pourtant, c'est littéralement devenu un crime de lèse-majesté pour eux que nous allions chercher l'information qu'ils eux-mêmes l'ont reconnue, qu'ils ont eux-mêmes archivée, qu'ils ont eux-mêmes documentée et que nous la montrions à ceux qui ne la possèdent pas. Regardez juste l'information. Elle existe. Donc, je tenais à faire remarquer que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la quasi-totalité des pays africains ont de l'uranium. Un pays comme la République démocratique du Congo est immensément riche en uranium. Et je vous avais toujours fait ici noter une lettre du 2 août 1939, écrite par le physicien Albert Einstein, au président américain d'alors, Franklin Delano Roosevelt. Dans cette lettre, Einstein disait à Delano Roosevelt, il faut tout faire pour mettre la main sur le minerai du Congo, notamment sur l'uranium du Congo, parce que si cet uranium échappe à la puissance américaine, celle-ci ne pourra pas dominer le monde. Donc vous avez bien compris le problème du minerai nucléaire. Le problème du minerai nucléaire, c'est que ceux qui veulent dominer le monde, en utilisant le minerai nucléaire, ne le possèdent pas. Je recommence pour ceux qui n'ont pas bien compris. Le problème métaphysique, le problème politique, géopolitique, géostratégique du minerai nucléaire, c'est que ceux qui veulent dominer le monde en utilisant le minerai nucléaire ne le possèdent pas. Dieu ne le leur a pas donné. Pour utiliser le minerai nucléaire comme moyen de domination, il faut d'abord aller s'approprier les réserves nucléaires de pays étrangers. C'est la situation dans laquelle se trouve l'Occident. L'Occident, politiquement parlant, n'a pas les moyens de la domination nucléaire de la planète. Parce que son sous-sol n'en possède pas. Pour dominer donc la planète, en utilisant l'argument nucléaire, l'Occident, politiquement, doit s'assurer de mettre en coupe réglée toutes les parties du monde que la nature ou Dieu a dotées des matières premières stratégiques.
Et c'est la raison de toutes les grandes guerres occidentales menées sur cette planète. C'est la raison des traites négrières. C'est la raison des invasions coloniales occidentales. C'est la raison des manipulations des identités ethniques par les puissances coloniales et néocoloniales occidentales. C'est la raison des grandes agressions des siècles précédents et du siècle présent, organisées notamment par l'OTAN. Il y a un très bon livre que je recommande toujours de lire. C'est un livre de Daniel Ganser, qui est un chercheur, géopoliticien, géostratège, historien suisse. Le livre s'appelle « Les guerres illégales de l'OTAN ». Il faut que vous lisiez ce livre. Je vous l'ai souvent montré ici. Il est quelque part dans la pile. Ah, il n'est heureusement pas très loin. Je peux vous le montrer encore. Parce que ici, excusez-moi, ici, c'est l'école de la connaissance. C'est l'école de la connaissance qui libère. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver le bon axe. Je vais vous chercher ce livre-là. Il y a une caméra qui a... J'ai une caméra qui a plongé. Hop. Je vais aller vous chercher le livre de Daniel Ganser. Il n'est pas très loin. Je l'ai aussitôt aperçu que je vous en parlais. C'est toujours bien de montrer ce dont on parle. Voilà. Voilà un très bon livre que je recommande à l'Afrique des libertés. Ce livre-ci, Les guerres illégales de l'OTAN. Les guerres illégales de l'OTAN. Daniel Ganser. D'accord? Je vous lis la 4e de couverture. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fondation de l'Organisation des Nations Unies, prévaut une interdiction de faire la guerre. Seules 2 exceptions permettent le recours à la force armée. D'une part, subsiste le droit à l'autodéfense et d'autre part, une action guerrière contre un pays est autorisée en cas de mandat préalable et explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Hormis ces 2 cas précis, la guerre est depuis plus de 70 ans interdite en droit international. Cependant, la réalité est tout autre. De nombreuses guerres dévastent le globe et la fin des conflits militaires n'est pas en vue. Durant ces 7 dernières années, certains pays membres de l'OTAN ont trop souvent mené des guerres illégales, ce qui demeure encore aujourd'hui lourd de préjudice pour les populations des pays visés, mais sans conséquence pour les responsables. Ce livre décrit, à travers l'exemple de 13 pays, comment des guerres illégales furent menées dans le passé, en Iran, au Guatemala, en Égypte, à Cuba, au Vietnam, au Nicaragua, en Serbie, et le sont encore dans le présent, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Ukraine, au Yémen, en Syrie. Il montre comment les fondements de l'organisation pacifique qu'est l'ONU, et en particulier l'interdiction de faire la guerre, furent clairement sapés. Une terrifiante description d'une angoissante actualité, un réquisitoire contre l'OTAN, un plaidoyer pour la paix. Lisez ce livre. Lisez ce livre et il a documenté toutes les guerres illégales de l'OTAN. Mais ces guerres, elles viennent de quoi? Mais de la volonté de conquérir les matières premières qui manquent à l'Europe, qui manquent à l'Amérique, dans leur sous-sol. Conquérir ces matières premières pour les utiliser comme instruments de puissance. Ça a été cela, la stratégie de la traite négrière. Ça a été exactement cela, la stratégie de la colonisation. Et ce qu'on appelle la néocolonisation et l'impérialisme aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'exportation de la guerre dans les pays étrangers dont on veut piller les ressources naturelles, les ressources stratégiques. Guerre du pétrole, guerre du gaz, guerre de l'uranium, guerre de l'or, guerre du cobalt, guerre du manganèse, guerre du lithium. C'est pour cela que l'OTAN fait la guerre. L'OTAN fait la guerre pour piller les terres. Parce que l'OTAN est un ensemble de pays que la nature n'a pas énormément pourvu en matière première stratégique. Ce sont des pays sans pétrole, ce sont des pays sans gaz, ce sont des pays sans or, ce sont des pays sans uranium, ce sont des pays sans lithium, ce sont des pays sans manganèse, ce sont des pays sans coltan, d'accord? Ce sont des pays qui manquent de tout en fait. Et qui paradoxalement organisent la guerre dans les pays étrangers, donc en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, afin de s'accaparer de ce dont il manque. Ce sont des pays angoissés par le manque. Je vous ai toujours dit que la psychologie politique occidentale était traversée par une angoisse essentielle. C'est le manque, la peur du lendemain, liée à la rareté des matières premières stratégiques dans le sous-sol, liée à l'hostilité avancée de la nature. Cette angoisse est le fondement de l'expansionnisme, du colonialisme et de l'impérialisme.
Ok. Il y a seulement quelques jours, répondant aux propos complètement aériens, superficiels d'un certain monsieur Charles Gave, qui prétendait que la colonisation avait plutôt coûté cher à la France et que les pays africains devraient à la limite rembourser la France pour le trop dépensé, j'étais amplement revenu sur toute la stratégie du colonialisme. Et j'avais invité tout le monde à s'approprier un ouvrage comme celui-ci, qui est une très belle somme historique et permettant d'évaluer la prédation colonialiste, hein, le livre noir du colonialisme. Bon. Je continue parce que nous parlions du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger avancent donc et signent un protocole de coopération autour du nucléaire civil avec la Fédération de Russie. Mais il y a un troisième élément de contexte qu'il faut signaler. Nous sommes dans le contexte d'une nouvelle guerre du Moyen-Orient, qui est la guerre d'Israël et des États-Unis, mais en fait la guerre de l'OTAN contre l'Iran. Et il ne vous a pas échappé qu'on combat l'Iran. Pourquoi? Pourquoi Israël s'attaque-t-il à l'Iran? Au nom de ce qu'il appelle la doctrine de la guerre préventive, qui est la doctrine des États-Unis depuis plusieurs décennies. Au nom de quoi Donald Trump, président des États-Unis, menace-t-il d'éliminer le chef de l'État iranien, Ali Khamenei? Au nom de quoi? L'enjeu fondamental, c'est que Israël et les États-Unis veulent empêcher l'Iran de développer la maîtrise de l'énergie nucléaire. La maîtrise de cette énergie nucléaire est considérée comme l'apanage exclusif des grandes puissances occidentales. Ces grandes puissances se comportent comme si ce sont elles qui doivent accorder le brevet d'exploitabilité de l'énergie nucléaire à tous les autres pays de la Terre. Dans le cas spécifique d'Israël, Israël a développé l'industrie nucléaire civile et a développé l'industrie nucléaire militaire. C'est un secret de polichinelle que de dire aujourd'hui qu'Israël possède l'arme atomique. Mais les États-Unis d'Amérique et tous leurs alliés de l'OTAN ont permis à Israël de le faire. Pourquoi? Parce qu'Israël est une enclave politique occidentale au Moyen-Orient. Israël fait partie du conglomérat, du condominium occidental dans le monde. Dans tous les pays occidentaux, le nucléaire civil a été amplement développé. L'Europe, à partir de laquelle je vous parle, tous les pays européens possèdent une industrie nucléaire civile. Certains, au nom de l'écologie, ont décidé de réduire l'ampleur de cette industrie nucléaire civile. Mais pour l'essentiel, tous les pays européens ont développé l'énergie nucléaire. Aucun pays africain ne s'est mêlé d'empêcher les pays européens de développer leur industrie nucléaire. Aucun pays asiatique ne s'est mêlé d'empêcher les pays européens, globalement les pays occidentaux, de développer leur énergie nucléaire. Le Canada, les États-Unis ont une énergie nucléaire très développée. Même des pays africains qui ont connu une colonisation européenne forte et rémanente, comme l'Afrique du Sud, ont pu développer une industrie nucléaire civile. Donc, la caractéristique principale de cette affaire, c'est que la question nucléaire semble être en fait un enjeu de crispation entre d'une part un Occident qui ne possède pas des matières premières nucléaires naturelles et donc qui ne devrait pas être en fait la partie la plus nucléarisée du monde, et puis ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire l'Eurasie, c'est-à-dire l'Afrique, c'est-à-dire l'Amérique latine, qui dispose de réserves de matières premières nucléaires et qui sont constamment menacées au moindre projet d'en faire usage. Voilà le contexte général. Voilà le contexte général dans lequel les accords de coopération nucléaire entre les pays sahéliens et la Russie sont en train de se faire. C'est pour cela que quand vous lisez la littérature officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger sur la question nucléaire, vous observerez qu'il y a deux mots qui y reviennent systématiquement. Et il faut que vous compreniez pourquoi ces mots reviennent. C'est le mot civil et pacifique. Soit on vous parle du nucléaire civil, soit on vous parle du nucléaire pacifique. Pourquoi est-ce qu'on parle de nucléaire civil et nucléaire pacifique? C'est pour essayer en fait de se protéger dès le départ contre l'accusation de vouloir développer des armes nucléaires pour pouvoir attaquer l'Occident.
l'Occident a développé une paranoïa. J'entends l'Occident politique. Probablement conscient de tout le mal qu'il a fait aux autres parties du monde. Conscient de tous les actes de barbarie, de violence qu'il a perpétrés envers les Africains, envers les Asiatiques, envers les Latino-Américains, envers les Indiens américains. L'Occident a comme peur d'un équilibre de la maîtrise de l'énergie nucléaire à l'échelle de la planète, parce qu'un tel équilibre se traduirait, croit-il, par des politiques de vengeance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.